tu es prêt? Ouais. Et toi, t'es prête? Ouais. Je suis trop content. Oui, moi aussi. Ouais, je suis trop content. Et pourtant, il est 9h. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'on est quand même très contents tous les deux comparé à ce qu'il est 9h. Mais toi, t'as un café. Peut-être que c'est parce... En plus, il est bon. C'est peut-être pour Vraiment, ça. il est pas mal. Hein. Regarde, non mais c'est pas un jus de chaussette, regarde. Il a une bonne couleur. C'est faire. Ouais. J'avais un peu peur. Bon, allez, let's go. Let's go. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'humoriste, comédien et chroniqueur Arnaud de Samer. En ce moment, il triomphe avec son spectacle Tous contre un, joué à guichet fermé au Café de la Danse, avant de repartir en tournée dans toute la France et de s'installer, excusez du peu, au Casino de Paris en janvier 2027. Tara valide apparemment mes propos sous la table. Avec Arnaud, on va parler d'un bide sur scène, de ses conséquences non seulement sur ton estime, peut-être un petit peu sur ton ego, et puis sur ta gestion du stress. Bref, de ce que ça raconte de nous, un bide et un rebond. Si tu veux, je peux te faire une version plus piquante. Oh, pardon, non, désolé. Je lui ai rajouté une mini vanne à la fin. Mais pourquoi tu peux aller au bout de la vanne? Oh merde! Faut que tu m'apprennes encore à gérer mon timing. Je suis humoriste en devenir. Mais oui. Ah là là. Avant qu'on commence, j'ai vu un mème hier, enfin pas un mème, mais un commentaire sur Instagram qui m'a buté. Une nana qui a reçu un message d'un ex en mode « Je comprends tes propos, je suis désolée, etc. » Et puis le gars avait oublié à la fin « Est-ce que tu veux que je rajoute plus d'empathie ?» Oh waouh! Quelle génération! C'est magnifique, magnifique. Ah, j'ai adoré ton intro. L'association du mot bide et échec et rebond et humoriste, c'est toute l'histoire, c'est tout ce qui fait un humoriste, c'est justement ça, quoi. En fait, les meilleurs humoristes sont ceux qui vont le mieux se dépatouiller des échecs. Bon, on va rembobiner. Oui. Jusqu'à cette soirée où tu vas nous raconter comme si on y était, ce qui s'est passé et pourquoi ça t'a marqué. Ouais. Nous sommes en quelle année? Alors, on est en 2004. Arnaud Joyer a commencé à m'écrire des textes, des sketchs. À l'époque, j'ai pas encore de spectacle entier, mais on commence à avoir 20-30 minutes qu'on estime bien, solides. C'est marrant avec le recul de dire ça. Solide, ouais. Avec l'œil qui palpite. Voilà, et tu vas voir la suite. Non, mais c'est assez intéressant. Il est très intéressant cet échec parce que dans ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à analyser pourquoi cet échec est né et ce que j'en ai tiré derrière. Et pourquoi il est né? Parce que ce bide, il a eu lieu lors d'un festival d'humour. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les festivals d'humour, il faut y être qualifié, entre guillemets. Donc, t'as des auditions, tu vois. Donc, il y a déjà un premier filtre. Voilà, il y a déjà un premier filtre. C'est pas pour débutants entièrement. Et tout va bien, je la gère. Okay. Et ce premier filtre, donc, c'est une audition que j'avais passée à Lyon. Et donc, on avait pris la R5 rouge d'Arnaud Joyer, on avait fait Paris-Lyon et on était allé passer cette audition pour ce festival d'humour. Et le truc, c'est que l'audition s'est parfaitement déroulée. Ok. Mais vraiment, moi, c'était la première audition de ma vie et vraiment les gens morts de rire. Le directeur de festival de Dinard, Xavier Le Breton, qui m'avait vu là-bas parce qu'il organisait des auditions un peu partout en France pour Dinard, pour son festival à Dinard, m'avait vu là-bas et vraiment, il était tombé amoureux de ce qu'on avait proposé Arnaud et moi. Donc la jauge de confiance en soi, elle se re-remplit, il y a quelque chose. Non mais c'est même pas de la oui, c'est ça, c'est de la confiance et puis même un petit peu d'arrogance, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit OK, je propose quelque chose de complètement nouveau sur la scène de l'humour. J'arrivais avec de l'humour très absurde et qui avait vraiment marché fort pendant cette audition. Et oui. Et donc pour te faire la version
moyennement courte, Ah mais un oui, peu. parce que moi, je veux pas la version courte. Moi, je D'accord, suis dans d'accord, un podcast, d'accord. je veux les détails, Alors, les odeurs, tes alors je fringues. alors je sors de là, je rentre de Lyon hyper léger parce que je savais que ça s'était très bien passé. Le directeur du festival de Dinard qui vraiment vient m'encenser, me dire Mmh. ceci, cela, et donc on est avec Arnaud Joyer très confiant, quoi. Vraiment Mmh. très confiant. Et moi, C'est la version politiquement correcte. ouais, ouais, on va dire la version politiquement correcte, c'est très confiant, ouais. Mais non, mais en tout cas très heureux et puis Mmh. mais en vrai, tout ça est normal, en fait, Mais bien comment je sûr, réagis, tu vois? mais de fou. Je suis jeune humoriste et je vis ce truc-là qui est fou. On se déplace, on fait 5 heures de bagnole pour aller décrocher notre ticket et ça se passe super bien et tout. Donc Et on est puis tu te dis, c'est des scènes que tu visualises tellement de fois mais oui, avant de réellement te lancer. C'est pour ça que j'imagine qu'on fait ce métier, c'est pour ouais. ces moments-là d'adrénaline forte. Et exactement. Et puis, Mmh. et ce qui est marrant, c'est qu'après coup, je sais pourquoi ça a marché pendant l'audition et pourquoi ça n'a pas marché en Ah! festival. Parce que, justement, à l'audition, j'y vais avec des doutes, j'y vais avec humilité, j'y vais en ayant bien travaillé, j'y Mmh. vais, en respectant tout ça, quoi, en respectant l'événement, en respectant le fait que non, c'est pas gagné d'avance, quoi. Mmh. Et ça fait la diff parce que quand tu débutes, c'est quelque chose qui est tout se lit sur ton visage en fait. Tu ne peux pas faire semblant quand Mmh. tu débutes Mmh. en humour. La moindre once de trac, la moindre arrogance, la moindre méchanceté, la moindre fébrilité, tout se lit vraiment Mmh. sur toi, sur scène. Donc ça se passe super bien. Et donc ça se passe super bien. Tu dois souffler Mais tellement c'est ouais, mais plaisant. oui, oui. Et puis surtout, je vais participer à ce festival de Dinard dont j'entends parler, qui est un gros festival. Je vais faire partie des candidats officiels en compétition, parce que c'est comme ça qu'on parle même si c'est très antinomique avec OK, l'art en ouais. général, les festivals d'humour, on est en compétition, quoi, pour Pot gagner des prix, pour être Et oui. reconnu par le jury, pour être reconnu par le public comme étant celui qui nous a le plus fait marrer ou celle qui nous a le plus fait marrer. Donc, c'est quand même important. Et puis potentiellement, il y a des gens sur place que tu admires, Oui, il pour y a des créer un gens sur réseau. place que j'admire, il y a des gens sur place qui potentiellement peuvent te faire travailler aussi, Mmh. et puis c'est un petit milieu, donc ça tchatche, ça parle, les Mmh. vainqueurs de festivals sont plus vite connus, quoi. Et en tout OK. cas, c'est une époque qui est, moi, mon début de carrière avec la période des festivals, c'est quelque chose qui était à la fois très angoissant, mais aussi très jubilatoire, très marrant. Avec le recul, j'en garde un très bon souvenir. Mmh. Même s'il y a des moments qui se sont pas bien passés du tout, globalement, j'en garde un très bon Mmh. souvenir. Et parce que tout ça est très ludique, tout ça est très vivant, tout ça est tu sais, c'est Bah, c'est toujours exaltant, tout le monde se retrouve avec la même passion, la même oui, voilà, envie, il y a voilà, un sorte de voilà. truc, c'est hyper stimulant. C'est Ouais, comme ouais. un festival, de cinéma où Ouais, tout d'un coup, même à la boulangerie, tu rencontres que des gens qui font le même taf que toi, exactement. ouais, je Exactement. comprends, Non, non, je c'est comprends. vraiment super. C'est vraiment super agréable de vivre ça en début de carrière. Et là, je suis en route pour le festival de Dinard avec Arnaud Joyer. Heu, Vraiment, on est gonflé de confiance et en plus le directeur du festival, Xavier Le Breton, qui nous dit vraiment: «C'est super, heu, moi j'ai confiance en toi, c'est un gros festival, c'est mon premier festival». Waouh, OK, Ouais, et il OK. me dit: «Mais j'ai confiance, c'est très rare que je mette des débutants, aussi débutants que toi, Oh! dans un festival pareil, mais j'ai confiance quoi. Ce que j'ai vu, c'est fort, c'est parfait, c'est trop bien». Et ce que j'avais fait à Lyon, et c'est la précision est importante, ce que j'avais fait à Lyon durait 15 minutes et à Dinard, on est en compétition sur 30 minutes. OK, OK. Ça, c'est un petit détail Oui, c'est un petit parce qu'il a détail. fallu rajouter, il a fallu rajouter 15 minutes dans la balance avec Arnaud. OK. Et on n'a pas juste fait 15 minutes des auditions plus 15 autres minutes, on a tout recuisiné pour D'accord. mélanger les 15 minutes et les 15 autres minutes, et on a fait 30 minutes, mais qui étaient un peu différentes de ce que j'avais proposé à Lyon, quoi. Donc vous êtes challengés parce que On s'est vous challengé, ouais. surprise! Ouais, Pour ouais, tout le ouais, monde. c'était un peu ça, surprise pour tout le monde et pour moi aussi de jouer ce nouveau format qui était 2 fois plus long, quoi. Et Mmh. à ce niveau-là, l'avenir confirmera que c'était un gros pari, quoi. Mais il faut que je te raconte. Allez.
il faut que je te raconte Ouais. le jour J. J. Le jour J, donc un track comme j'ai rarement eu le souvenir d'avoir eu dans ma carrière. Vraiment un track du lever jusqu'au soir. C'était Oh là des là. répétitions du texte avec avec Arnaud. Je voyais on répète la chorégraphie, la mise en scène, on répète le texte, je me le fais dans la tête. Je me souviens, on était donc festival de Dinard, on est au bord de la mer, c'est très sympa, il y a des petits cafés, il y a des trucs, on change de lieu 15 fois dans la journée parce qu'on ne tient plus en place, on parle du truc et vraiment, on fait monter la sauce dans ma tête de manière excessive. OK. Là où maintenant je sais que vraiment jusqu'à 5 minutes avant de monter sur scène, maintenant je pense à autre chose. Ah Enfin, ouais. ah oui, ma vie est ailleurs. Enfin vraiment, c'est ce qui aide justement À lâcher prise. à lâcher prise. Et puis le moment venu, c'est hop, je suis dans le moment, mais avec une force et avec une intensité non diluée. Et oui. Ah, c'est intéressant et c'est un truc cool à choper, je pense, pour toutes les professions. Tous les artistes ne font pas ça. Il y a des artistes qui aiment bien, quand ils jouent à 21h, arriver en loge à 17h. Moi, si je pouvais arriver à 20h59 et 30 secondes et me mettre dedans et mettre toute cette envie que j'ai de bouffer la scène parce que c'est ça que j'ai en moi. Moi, tout ce qu'il y a avant, qui n'est pas autre que ça, c'est ça, qui n'est pas autre que ça, c'est-à-dire, je sais pas, aller me balader, regarder la télé, jouer avec mon chien, enfin, tu vois? Tout ce qui n'est pas ça, c'est-à-dire juste attendre en loge, être comme ça, ruminer, etc. Pour moi, c'est diluer le truc et ça me va pas, quoi. Je comprends parce que, à ma petite échelle, quand j'anime des plateaux, des choses comme ça et qu'on me dit de venir trop en avance, moi, ça fait aussi cet effet-là un peu différemment, mais parce que je dois faire du small talk avec tout le monde et je m'épuise. Toute ma batterie sociale part avant et je suis à plat quand je dois commencer mon job et être en mode bonjour et tu vois? Mais évidemment, il y a une fatigue. En tout cas, il y a une, j'ai pas d'autre mot qu'une dissolution, je sais pas comment. Non, dilution, c'est intéressant, dilution de ton talent. Du talent et puis de l'influx nerveux de ce qui fait que tu vas transmettre aux gens quelque chose de communicatif. Donc toute ta testostérone, tu l'as comme ça et paf. Exactement. Ouais, il y a un peu de ça, mais en tout cas, ce jour-là, ça a été le premier point. La première erreur. Okay. Ça a été la première erreur. Ça a été la gestion de la journée avant, quoi. Okay. D'en faire et en même temps, c'était une erreur qui était inévitable. Il fallait que je passe par là dans ma carrière. Il fallait que je la fasse, cette erreur, pour la toucher du doigt, pour l'analyser, Mais donc, cette journée, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment, voilà. Vous avez fait tous les cafés de l'acheter. Ouais, exactement. Et puis j'avais peur d'oublier mon texte, donc des Italiennes à ne plus en pouvoir. Tu t'épuises et puis surtout tu mets au lieu d'avoir ce qui est le truc de notre métier quand c'est maîtrisé, quelque chose dans le ventre, tu mets tout là dans le cerveau, quoi. Et plus rien dans le ventre. Hyper intéressant. Et donc tu fais tout remonter là, ouais. et à partir du moment où tout est remonté là, c'est mort parce que tu réfléchis trop, parce que c'est plus spontané, et les heures passent, le stress monte et arrive le moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, on était 6 artistes, en tout cas 6 entités humoristiques, parce qu'il y avait un duo dans le lot. On était en one man ou en duo, ou en trio. Enfin, en tout cas, c'était des entités humoristiques. Et on était 6, 3 soirs de compétition, donc 2, 2 et 2. Tu vois, 3. Et le soir où je passe, moi, je suis en compétition avec un duo belge qui s'appelle Les Indésirables. Et moi, je suis censé passer en premier, je passe en premier, et le duo en question, des Indésirables, passe après moi tu me fais peur, là. sur 30 minutes. Et
il y a un jury dans la salle, donc il y a un prix qui va être décerné par un jury de professionnels et il y a le prix du public qui se passe comment? Les spectateurs voient la soirée, les deux humoristes passer et en sortant de la salle, votent pour un des deux. Et le prix du jury est attribué à celui qui aura eu le plus gros pourcentage de votes. Voilà. Bon, écoute, c'est une manière comme une autre d'attribuer un prix du public, mais il y a rien de mieux que les urnes, tu vois. C'est très démocratique. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, une petite précision qui aura son importance dans la suite, dans la suite du truc. Et arrive le moment où je dois monter sur scène, donc le Palais des Festivals à Dinard que j'avais vu en photo, dont on m'avait parlé. Je vais pas te parler de réseaux sociaux parce qu'en 2004 c'était pas encore le cas. Mais vraiment Arnaud Joyer qui lui avait fait ce festival avec son groupe de musique, c'est un groupe de musique humoristique qui s'appelait Les Jeux Urbains, donc c'était déjà un peu les stars de ce truc-là, donc je connaissais il m'avait raconté l'environnement du palais des festivals de Dinard, donc t'as cette salle vraiment qui est pour moi, je m'en suis fait une montagne, quoi, tu vois, je me suis construit un truc autour de ça. C'est émouvant même. Oui. Et je sais que François Rollin est invité également en tant que spectateur. Il n'est pas juré, pardon. Il est invité en tant que spectateur à venir passer un bon moment à Dinard et à regarder ce festival d'humour. Mon idole, François Rollin. Je sais qu'il est amené à être là pendant les 4-5 jours du festival, voilà. Mais ce que je ne sais pas, c'est que au moment où je rentre sur scène pour faire mon passage, avec un début de passage que j'avais voulu, qu'on avait voulu avec Arnaud, très énigmatique, donc où je rentre sur scène et je dis rien, etc. Tu te mettais des challenges. Ah non, mais je me suis mis en début de carrière, moi, je me suis mis des trucs aujourd'hui que même avec 25 ans d'expérience, je sais même pas si j'assumerais de les faire aujourd'hui. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait tout l'inverse, quoi. J'ai fait tout l'inverse. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ouvre une petite parenthèse, mais à l'époque, il y a un humoriste très connu qui m'avait dit: t'es peut-être pas assez connu pour faire ce que tu fais là. J'adore, hein, mais peut-être que t'es pas assez connu pour faire. Et je l'avais très mal pris. Et en vrai, il avait raison. Bref, je rentre sur scène. 15 secondes se passent. Vraiment. Il faut pas que j'exagère pour que ce soit crédible, mon propos. Faut pas que j'exagère les chiffres, mais 15 secondes se passent. C'est long, qui est assez long. Ouais. Et je vois François Rollin, un peu à la bourre, rentrer par le fond de la salle. Et s'asseoir au premier rang, Paulette, au premier rang, sous mes yeux, bras croisés, visage fermé. Allez, vas-y gamin. Mange-toi des cacahuètes, bah vas-y, divertis-moi. Vas-y gamin. Et moi, je vois ça. Et tu vois, je t'ai posé le cadre de stress que j'ai eu toute la journée, l'admiration sans borne que j'ai pour ce monsieur. Mais quand je te dis sans borne, c'est ce gars-là, et peut-être la raison pour laquelle je suis sur scène à ce moment-là. Et là, j'ai François Rollin devant moi. J'ai une salle pétrifiée par mon début de spectacle, pétrifiée d'incompréhension. Mais pourquoi ce jeune homme ne parle pas? Pourquoi est-il si crispé, si fermé? Je dois dégager ça, mais moi sur le moment je ne le sais pas. Tu vois, c'est comme ça que je te le dis, que je te le raconte, mais parce que t'as une salle entière, 400 personnes, qui voit un gars très stressé, qui cache ce stress derrière beaucoup de fausses assurances, et donc t'avais le mot tout à l'heure. Pédance un peu. Voilà, un peu pédant. Même très pédant, très hautain, un peu agressif dans sa manière tu vois, de parler un peu, qui n'est pas moi du tout. En plus. Et je commence ce qu'on appelle un set, hein, un peu comme en musique, mon set de 30 minutes, que je déroule, et durant lequel, Paulette, il n'y aura pas un souffle de murmure, de début, de rire, même nerveux. Rien. Un silence total dans le Palais des Festivals. Une gêne palpable. J'avais pourquoi je t'ai parlé du duo belge, les Indésirables qui passaient après moi, ils étaient au balcon, ils regardaient mon passage et ils m'aiment bien, ces gars-là. C'était deux gars que j'aimais bien, qui m'aiment bien. On a continué à bien s'aimer pendant toutes nos carrières.
et je les voyais, et le seul bruit qu'on entendait, c'était des petits rires de soutien, mais qui n'osaient pas eux-mêmes faire trop fort parce que sinon ça aurait été trop en décalage. Ils avaient conscience du malaise, donc c'était vraiment des pour me montrer qu'il y avait quelque chose, quoi. Mais il y avait rien. Rien. 30 minutes. 30 minutes. Je sors de scène. Je suis comme, tu sais, comme si on m'avait piqué, comme si on m'avait drogué. Je sors de scène. Tout va un peu au ralenti. Je me souviens très bien dans quel état je suis quand je sors de scène. Je suis comme ça. Je sais qu'il faut faire bonne figure, donc je fais je croise le directeur du festival. Et donc je sors de scène dans un état second, un peu bourré, tu sais, un peu sous, ou un peu, ou justement, ou alors il est 6-7 heures du matin quand le jour commence à se lever et que t'as pas dormi de la nuit, que t'as beaucoup trop bu, que la soirée était, et que tu cherches un kebab dans la rue. T'es un peu, voilà. Je suis un peu dans cet état-là. T'as perdu 3 kilos. De terreur. Ouais, je pense que je me suis battu avec des gars. Je suis vraiment dans cet état-là, quoi. Et arrive très vite sur scène le duo belge en question. Et moi, je suis en loge, j'entends, et je les entends retourner la salle. Mais quand je te dis retourner la salle, les gens sont hystériques, hurlent de rire. Ils retournent la salle. Alors, il y avait un truc aussi dans le public qui était une envie on a payé des billets. On a besoin de rire. On va rire. Parce qu'on n'a pas ri la première demi-heure, tout était contenu. On va rire 2 fois plus pendant l'autre demi-heure pour que ça fasse 1 heure, quoi. Moi, je suis la première à faire ça. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait, alors les Indésirables, c'est très drôle ce qu'ils font, mais il y avait aussi ce truc il y avait aussi, en plus, ils ont un humour qui est très dynamique, très punchy, très visuel, et ils ont embarqué la salle, et ils ont retourné la salle, mais retourné la salle. Fin de passage des Indésirables, les 2 artistes viennent saluer, donc je viens il y a le vote après, il y a la... Je viens saluer. Et les gens sortent pour voter. Donc ils ont leur petit papier. C'est bon, c'est pas la peine. Et ils posent leur papier là. Et ça, c'est un truc que j'ai déjà dit, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais je suis le seul et resterai à jamais, puisque ce système de vote n'existe plus dans ce festival, je suis le seul artiste à avoir eu 0 bulletin dans l'urne. Oh non. Sur 400 personnes. 0. Il y avait ma fiancée dans la salle. C'est trop. Elle a voté pour les Indésirables en me disant, je suis désolé, je pouvais pas. Il fallait que je sois honnête. Ça se serait vu, en fait, mon bulletin se serait vu. 0, Paulette. 0. J'en ai la tête qui tourne, je fais une chute de tension. Pas même là. Quelqu'un. En humour, il y a toujours quelqu'un à qui tu parles un peu, une sensibilité à qui tu parles, qui va dire non, moi j'ai préféré quelqu'un ça. d'empathie. Ouais, moi j'ai préféré ça. Non, il y avait pas de débat, il y avait pas de lutte, il y avait pas de concours, il y avait pas match, il y avait. En fait, j'étais pas là. En fait, je ne suis jamais monté sur scène aux yeux de ces gens-là, de ces 400 personnes. Il ne s'est rien passé pendant une demi-heure. Rien. J'ai envie de rôter de stress. je sens que ça monte. Je sais. C'est heureusement que j'ai fait carrière derrière pour pouvoir te raconter ça. Et puis en plus, il y a un truc, je me rappelle au dîner après ton spectacle, j'adore comment tu racontes les histoires. C'est vrai. J'adore ça parce que au restaurant, tu t'étais levé, t'avais mimé, moi je m'étais dit, oh c'est génial. Bah ouais, mais écoute, parce que ce sont des choses qu'on vit vraiment. Je le vis avec toi. Ouais, c'est là, je assez. Fais un malaise vagal là. Et donc, il y a tout un truc dans les festivals d'humour, selon que tu rates ou que tu réussis ta prestation. Et quand tu rates ta prestation, c'est comme si tu avais détourné les fonds d'une association qui aide des enfants vraiment très défavorisés, malades, condamnés. Et toi, tu es ce gars-là qui est venu voler l'argent de la caisse de cette association et ces gamins ne pourront pas partir. T'es ce genre de type-là.
ces gamins ne pourront pas avoir de Noël parce que l'association ne pourra pas payer de Noël à ses enfants peut-être condamnés. Et t'es ce gars-là. T'es ce gars-là. Dans la rue et tu dis, regardez, c'est des nouveaux Nike. Voilà. Et les gens, donc quand tu rates ta prestation dans un festival d'humour, les gens te regardent exactement comme si tu étais cette personne-là. Yes. Donc ça veut dire vraiment, déjà on ne te regarde pas franchement, on te dit c'est lui, regarde, il est là. Et il y a de la gêne, il y a de la donc personne ne te parle, personne. Oui. Personne, ni les artistes présents dans la salle, ni alors moi il y a 2 personnes qui m'ont parlé, ma fiancée et quand même ma copine de l'époque et le directeur du festival, Xavier Le Breton. Okay. Et là je le dis moins en rigolant. Xavier, il a eu Xavier avec qui je suis toujours en contact, qui est un être merveilleux. C'est un humain incroyable. Et Xavier, il est venu me voir, il m'a dit, c'est pas grave, c'est raté. Moi, ce que j'ai vu à Lyon, c'est super. Wow. Tu t'es foiré ce soir. C'est pas grave, mec. Il y en aura d'autres. Moi, je suis content, je suis fier de d'avoir. Et sur le moment, tu le prends, ça, tu trouves ça chouette qu'ils te disent ça, mais tout ça est noyé dans cette tornade d'indifférence et un peu de honte que tu as. Avec Arnaud, avec mon co-auteur, on est un peu choqué, on n'ose pas trop débriefer, on est un peu choqué, quoi. Et on sait que ça va pas se dénouer ce soir. Après le spectacle, on sait qu'il va rien se passer à ce moment-là. Faut digérer déjà. Faut digérer. Bien sûr. Donc il y a une grande salle, un grand auditorium où on mange, où il y a plein de tables. Tous les festivaliers viennent dîner. La vie reprend son cours parce que finalement, dans la tête des gens, ce qui s'est passé pour toi, c'est assez anecdotique. Ça les fait juste marrer qu'il y a un gars qui ait pris le beat de sa vie, mais derrière ils ont vu une prestation incroyable. Mais c'est pas très important, quoi. Mais toi, c'est là il y a quelque chose qui vient de s'écrouler très fort. La nuit passe et le lendemain, c'est là où on transforme. Avec Arnaud Joyer, on se dit, il va falloir. En fait, on avait 2 options. Le choix, il était simple. C'est soit j'arrête ce métier. Il y en a qui l'ont fait avant moi et qui l'ont fait après moi pour des raisons exactement similaires. Ce qui peut s'entendre tout à fait. De dire, ok, c'est trop violent. C'est extrêmement violent. J'ai violent. Je ne suis pas fait pour ça. Ou peut-être que si, mais en tout cas, cette violence-là, je ne veux plus la vivre de ma vie. J'ai essayé, j'arrête, je passe à autre chose. Il y en a plein qui ont fait ça. Et ok, donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de différent par rapport à Lyon sur 30 minutes, par rapport à Lyon sur 15 minutes? Qu'est-ce qu'on a fait de différent? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un gap aussi? Parce que c'est ça qui était choquant. C'était la différence d'efficacité entre ces 15 minutes et ces 30 minutes après en festival. Et donc, on a plutôt choisi cette option-là, de se dire, OK, on va un peu analyser ça, on va réfléchir. Et puis, on a eu l'idée aussi, le deuxième soir, après la prestation des 2 humoristes du soir après moi, il y a le même dîner où tout le monde, et François Rollin est là. Et donc, avec Joyer, on se dit, tu sais quoi, foutu pour foutu, allons lui parler et allons prendre des conseils. Quel courage! Mais alors, un courage, mais alors, moi, j'y suis pas allé, c'est Joyer qui est allé lui parler, Et, il a, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais Joyer a pris une bouteille de rouge, il l'a posée devant François Rollin à table, d'ailleurs de dire, on peut discuter. Rollin nous a invités à s'asseoir. Il a pris la bouteille d'abord. Ouais, il a pris la bouteille, il a invité à nous asseoir et à côté avec lui et Joyer lui dit bon bah t'as vu la prestation de sa mère hier soir? Oui. Et Rollin c'est un taiseux, tu vois, quand tu connais pas les gens, faut avoir 10 000 codes d'accès pour mais on arrive à discuter avec lui. Et en tout cas, il est ouvert à la critique et il est ouvert au fait de nous aider. Mais pas nous aider dans le sens être gentil, nous aider dans le sens être objectif et être sans concession, sans complaisance dans ses retours, quoi. Et là, ça a été mais un festival de tout ce que j'ai pas bien fait, quoi.
Alors, sur le texte en lui-même, il s'en souvenait plus et Arnaud et moi, on a gardé cette partie-là de savoir sur le texte ce qui n'allait pas, mais sinon sur toutes les autres aspects de l'humour, François Rollin m'a dit cette phrase. Il nous a dit cette phrase qui est magnifique, qui est une parabole, c'est-à-dire que c'est pas vrai, il y a pas vraiment 17 erreurs à ne pas commettre, mais c'est comme ça qu'il voulait nous dire que vraiment on s'était trompé de A à Z. Il m'a dit, il y a 17 erreurs à ne pas commettre en one man show. Tu t'es appliqué à toutes les commettre, une par une et dans l'ordre. Ouf. Bon bah je vais me servir bon bah non mais parce que moi je buvais pas à l'époque donc c'est vraiment donc j'avais même pas ça pour tu t'es mis à boire depuis. Et donc ben on lui dit allons-y. Énumérons voilà par exemple quoi, la tenue vestimentaire. Tu débarques en jean et en Timberland enfin non, c'est-à-dire, j'ai pas envie de voir un gars sur scène habillé comme je le croiserais dans la rue. Première erreur en fait. Je respecte un peu le truc, habille-toi un peu classe. Me montre pas que tu t'étais comme habillé comme ça toute la journée et que tu viens sur scène et que c'est un prolongement de ta journée. Non, être sur scène c'est pas un prolongement de sa journée, c'est un truc. C'est un moment particulier. Un moment particulier. On va essayer de séduire, on va être essayé. Donc un minimum ça quoi. Et puis après, il les a tout enchaîné, les erreurs. Le fait d'être mort de trac et de cacher ça derrière de l'arrogance et de l'agressivité, c'est pas bien. Voilà. Il m'a énuméré tout ce qui n'allait pas. Et mais ce qui fait sens et qui est bien sûr. Factuellement assez intéressant à bien recevoir. Bien sûr. Le début de spectacle, très énigmatique et tout. Il dit avant de nous faire des choses énigmatiques, donne-nous confiance, installe-nous un peu, dis-nous qui tu es, voilà, t'es pas. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le fait de pas être assez connu pour faire ce type d'humour-là, quoi. Aujourd'hui, si je rentre sur scène et que je fais 30 secondes de silence, les gens sont comme ça, ils vont se regarder, ils vont se dire, tu vas voir. Tu vas voir. Bah, j'y étais et ça rigole déjà. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas voir. Il va nous choper. C'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. Parce qu'ils savent. Mais à l'époque, ils savaient pas. Et donc, et on est à la fin du repas et Rollin à la fin du repas finit par dire, j'ai pas détesté ce que vous avez essayé de faire. Ce que vous avez essayé de faire me parle. Vous vous êtes complètement trompé. C'était raté de A à Z dans les grandes largeurs. Mais j'ai pas détesté. Il a pas dit j'ai aimé, hein. Il a dit je n'ai pas détesté ce que vous avez essayé de faire. Et nous, on s'est raccroché à ce truc-là, tu sais. On s'est raccroché à cette phrase-là en se disant putain, ça y est, on tient notre petite ficelle à tirer, notre petit bout de ficelle à tirer et on va tirer là-dessus, quoi. Donc ce qu'on a essayé de faire, il l'a pas détesté. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était quelque chose qui était vachement en filiation de ce que lui fait. Donc la phrase nous a pas tant étonnés venant de lui parce que on est vraiment des fils de François Rollin, des fils spirituels de François Rollin. C'est merveilleux ce moment-là. Ben oui. Donc tu te raccroches à ça en disant il y a peut-être une ouverture sur le fait que c'est pas si déconnant que je continue à vouloir faire ce métier. Exactement. Et la suite, elle est merveilleuse. Alors, je sais que toi, tu veux entendre parler que d'échecs. Non, je veux mais entendre parler de rebond aussi. Ouais, et ben le rebond, il arrive. Donc, on est au mois d'avril. Il arrive 8 mois après. Deuxième festival auquel je participe. Ok. À un festival de Puy-Saint-Vincent, à la montagne, au ski. Festival magnifique. Gros festival. Rendez-vous incontournable des humoristes. Parce que on est invité au ski, tout frais payé, etc. Que vraiment, j'en parle avec Dinard et puis Saint-Vincent, c'est vraiment, j'en parle avec beaucoup de presque d'émotion, quoi, parce que c'est vraiment dans mon début de carrière des moments indélébiles qui sont d'une profondeur émotionnelle incroyable, des souvenirs et tout. Et je vais à ce festival avec quasiment le même matos en termes de texte. Mais c'est même pas quasiment, c'est avec le même matériel en termes de texte, mais avec une approche totalement différente. Parce qu'avec Arnaud, on a tiré les conclusions de tout ça, de Dinard, quoi. On a essayé. D'une énergie, d'une attitude. Énergie, attitude, etc. Et évidemment, texte, oui, mise en scène, oui, effectivement. Et là, à Puy-Saint-Vincent, je retombe sur un format
plus court, de 10-15 minutes. Ah, Donc je retombe aussi sur le truc de le format que j'avais joué à Lyon, etc. Mais on est fort de l'expérience de Dinard, c'est-à-dire humilité, mhm, mhm. humilité, vraiment, parce qu'à Dinard, j'étais arrivé vraiment un peu trop confiant, quoi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir Ah bah ce ils ont que, vu. ouais, c'est ça, ils ont vu. Ouais. Vous allez voir ce que moi, jeune humoriste inconnu au bataillon, viens vous proposer pour révolutionner l'humour en France, quoi. Enfin, c'était dans ma tête, c'était ça, tu vois. Mm. Et à Puy-Saint-Vincent, donc humilité, quoi. J'arrive avec humilité et je suis et pas stressé toute la journée comme je l'ai été à Dinard. Je suis très stressé juste avant de monter sur scène. On est dans une espèce de petit cagibi qui nous sert de loge et de sas avant de monter sur scène. Je me souviens que j'étais avec les autres candidats Ouh. dans ce petit truc grand comme la table là, et ça parlait et tout ça, et moi j'étais assis et je bâillais, qui est chez moi Pour enlever le stress. le signe de stress, ouais, de trac. Moi aussi. Pas de fatigue, mais et on me disait bah dis donc t'es pas en forme. Si, j'étais en forme, mais juste j'avais peur et je bâillais, et je monte sur scène et ça fait mais vraiment un carton, quoi. Ça rigole du début à la fin et tout. Et ce festival-là, quand tu réussis le premier soir, tu es genre qualifié entre guillemets pour un deuxième soir qui va déterminer les prix finaux, quoi. Oh, wow. Et le deuxième soir marche très très bien aussi. Vraiment, ça rigole beaucoup. J'avais deux fois 15 minutes de préparer. Et donc je fais mes premières 15 minutes qui cartonnent, mes deuxièmes 15 minutes qui marchent très très bien aussi. Et je chope un prix. Oh là là. Qui était le prix du... Oh merde, je sais plus si c'est le prix du jury. C'est le prix du jury. Je chope le prix du jury. Mais c'est incroyable. Incroyable. 8 mois après, deuxième festival, et tu passes d'un bide, un four monumental, à tout le métier présent qui vient te dire waouh, ce qu'on a vu, c'est incroyable. Oui, c'est pas le prix du public, c'est le prix du jury. Prix du jury, ouais. De gens que tu admires et que tu veux continuer à séduire aussi. Et prix de la presse, c'était prix de la... En tout cas, c'était des professionnels. Ouais. Mais tout ça est un peu loin, mais en tout cas, c'était des professionnels. Alors, j'aurais aimé avoir le prix du public, mais il y avait David Salle à l'époque qui avait remporté... il y avait 3 prix à l'époque. J'en avais gagné un et David en avait remporté les 2 autres. Il avait vraiment super bien marché aussi. Mais ça voulait dire aussi que j'étais sorti du lot par rapport aux 7-8 autres candidats qui étaient là. Et c'est tellement puissant pour ta confiance en toi d'observer ça à l'époque et de te dire je ne parle même pas de est-ce que je suis drôle ou pas, je vois l'humain que je suis qui s'est pris un bide traumatisant. Tu vois, et ouais, qui y a se beaucoup dit, de ça. Waouh, je suis capable de transcender et d'avoir le courage de remonter. Et sans même parler de la puissance de tes vannes, j'imagine ce que ça fait à l'intérieur. Oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on parle même pas de vannes ou d'humour ou de trucs, j'ai fait all-in. Après Dinard, j'ai fait all-in sur Puy-Saint-Vincent, quoi. Et ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si je vivais à Puy-Saint-Vincent le même traumatisme qu'à Dinard, là, je sais pas ce qui se serait passé. Franchement, je sais pas. Mais c'est intéressant. Et ce qui est fou, c'est que Dinard m'a permis de transformer un truc à Puy-Saint-Vincent, et Puy-Saint-Vincent, c'est vraiment le début de ma carrière. Parce qu'à Puy-Saint-Vincent, quand je fais ça, que ça fonctionne, que ça marche, il y a dans la salle, parmi les professionnels, il y a Omar et Fred, qui sont à l'époque sur Canal+, avec le SAV, des émissions, ce sont les stars de Canal. Ouais. Et ils accrochent énormément, ils adorent ce que je fais à Puy-Saint-Vincent, et ils rentrent à Paris, et Fred Testo, je me souviens, parle de moi à la découvreuse de talent Christelle Graillot à l'époque sur Canal+, qui était la découvreuse chercheuse de tête, découvreuse de talent. Et il parle de moi, et il me met en relation, et il parle beaucoup de moi, et vraiment il me met bien, quoi. Et je suis contacté, et tout ça va déboucher sur le fait que je vais être embauché par Canal sur le Grand Journal, présenté à l'époque par Michel Denisot. Et je fais mes premières télés en présentant la météo du Grand Journal chez Denisot. On est en 2005. Tu vois, je suis tout bébé, quoi. Et je me retrouve au Festival de Cannes à présenter une météo humoristique en direct de la Croisette.
Donc tout ça est vertigineux. Là, tu exploses. C'est un niveau tout Alors de c'est suite. pas, j'explose pas en termes de notoriété populaire, mais Il y a Tara qui cherche ouais, de l'or. elle cherche du pétrole. Ouais, Elle se dit parce la que conjoncture là, il faut que je trouve du pétrole maintenant parce que ce qui se passe au Moyen-Orient c'est pas cool. Je vais essayer de me faire une petite réserve. On sait jamais si j'ai le permis un jour. Bon bref. Et donc j'attaque Canal+, je prends de l'expérience et là je suis découvert je suis aussi repéré par des gens comme Raphaël Mesrahi, comme Pierre Palmade qui vont me faire du théâtre et c'est parti. Et en fait, les années, donc on est en 2005, 2006, très vite on est en 2007, 2008, 2009. Mon one-man show, il vivote un peu. Et puis très vite, il y a On ne demande qu'à en rire en 2010. Et voilà, et tout s'enchaîne. Et là, ça démarre. Et là, je passe dans une autre sphère et je vis une autre vie. Et ce qui est très marrant, c'est que à ce fameux festival de Dinard où il y avait François Rollin, moi j'y étais avec ma fiancée. Ma fiancée qui est la sœur de ma meilleure amie. À l'époque et toujours aujourd'hui. Okay. Et ma meilleure amie était au festival de Dinard. Et après Dinard, j'ai un coup de fil de Rollin. Salut, c'est Rollin. Je dis ouais. Je voulais savoir si tu pouvais me donner le numéro de ton ami. Et ils sont restés 6 ans ensemble. Quoi ? Mais oui. Et donc François est entré dans mon cercle intime, proche, amical, puisque c'était le chéri de ma meilleure amie. Ah, c'est magique. Et donc j'ai rencontré François et François a appris à me connaître. Il a appris à voir que j'étais pas ce gamin arrogant sur scène avec une moustache qu'il trouvait disgracieuse à l'époque. Et on s'apprivoise, il comprend que je suis ce gars peut-être un peu plus profond que le mec un peu, encore une fois, arrogant qu'il a vu sur scène. Et puis moi, j'avance avec mes petites réussites aussi qui font que il se dit, tiens, il y a quelque chose. Tiens, il y a quelque chose, il mène sa barque, etc. Et puis comme on devient amis, parce qu'on est dans le même cercle amical, il collabore assez naturellement avec Arnaud Joyer. On lui dit, est-ce que tu veux bien collaborer, nous aider sur le spectacle qu'Arnaud est en train de jouer? Et Rollin nous dit, vous savez quoi, moi, si je collabore sur le spectacle, on va pas faire du patchwork, on va pas colmater des trucs, on va le mettre de côté, ce spectacle, et on va en écrire un ensemble. Quel rêve! Le rêve. Et ça a donné lieu à l'écriture d'un spectacle qui s'appelle Chose promise, que j'ai joué avant de commencer l'émission sur France 2, On ne demande qu'à en rire, que je jouais une fois par mois dans une salle de 45 places. Une fois par mois, 45 places. Spectacle coécrit par François Rollin. Je commence à faire de la télé sur France 2 et ce spectacle fait 4 mois à l'Européen, des casinos de Paris, on finit à l'Olympia, on fait 300 dates de tournée. C'est une tornade, quoi, dans ma vie. Et pour ce spectacle-là, qui jouait une fois par mois devant 45 spectateurs. Et là, Rollin prend définitivement fait et cause pour l'artiste que je suis, commence à le respecter. Il commence à apporter beaucoup de crédit à ce que je fais, à ce que je crée, à ce que je dis. Et pour te faire la conclusion de ça, Tous contraints, le spectacle que je joue aujourd'hui, c'est un spectacle que j'ai créé avec François Rollin, après lui avoir fait pas une infidélité, mais le spectacle précédent, je l'avais coécrit avec Jérémy Ferrari, j'avais cessé ma collaboration avec Rollin. Donc ma collaboration remontait à 10 ans d'écriture, parce que les années passent vite en fait en one-man show. Le temps d'écrire un spectacle, de l'exploiter et de laisser le temps nécessaire pour le suivant, il peut se passer et donc si le suivant tu collabores pas avec, ça fait 10 ans où tu collabores pas avec la personne. Et donc j'avais pas collaboré avec Rollin depuis 10 ans, on a recollaboré sur Tous contraints, le spectacle que je joue actuellement, et je crois qu'on est au summum de notre art tous les deux, entre nous, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que une complicité, une admiration mutuelle. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, il me considère d'égal à égal. Et je sens, en tout cas, il me renvoie ça, une profonde admiration pour qui je suis et ce que je fais. Et moi, je ne fonctionne qu'à ça. Alors beaucoup de gens, évidemment, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais en tout cas, cet élément-là qui est présent chez tout le monde, chez moi, il est peut-être numéro 1. La confiance que tu me renvoies. La confiance. Moi, pour obtenir le meilleur de moi, il faut pas me challenger. Il faut pas me mettre sous pression. Le prof de maths qui te sac, ça ne marche pas. Il faut me dire,
Toi en match, je sens que t'as toi, Ouais. je te dis rien, je sais que tu vas y arriver. Oh là, Ouais. moi, hop. Ouais, je Et Rollin, aujourd'hui, il a ça en moi, quoi. Il a ça pour moi, quoi. Il a cette confiance que je lis en lui et je me dis, et allez. admiration aussi. Ouais, je crois. Bah, on a pu dîner toi et moi et avec lui aussi, et je crois C'était un moment merveilleux, ouais, vraiment. je crois qu'il est assez admiratif mais maintenant tu sais d'où ça part, quoi. Tu C'est vois, d'où on vient, quoi. extraordinaire. D'où on vient, c'est fou, hein. Et tu sais, je me dis, c'est joli parce que ce moment-là, il était nécessaire pour toi et pour François aussi. Ah ouais, sans doute pour François aussi, Tu ouais, vois? bien sûr. Tous les 2, vous avez eu ce moment de vie, complètement, raté quand on le regarde comme ça et qu'on le vit. Et puis avec du recul, lui s'est trouvé une amoureuse durant 6 ans. Ouais, ouais. Et toi, ça t'a permis de recalibrer tellement de choses et peut-être aussi de voler bien plus haut que ce que tu aurais fait si tu avais pas eu tous ces conseils-là, parce que Ah tu mais bien vois, sûr. t'aurais peut-être retrouvé confiance par ailleurs, mais ça aurait été beaucoup plus bancal que ce que tu as vécu. Oui, cet échec-là, il m'a fait gagner, en quelques mois des années d'expérience, et je le pense vraiment Ouais, sincèrement, quoi. Je ouais, le ouais. pense du plus profond de moi. Je sais que cet échec-là a été un accélérateur d'expérience incroyable, parce que quand je te parlais du choix que j'avais de tout abandonner ou de tout analyser pour rebondir vite, eh ben, c'est ça, c'est ce qui a fait que on a plutôt décidé de rebondir et d'analyser et de comprendre, et surtout de mettre son ego de côté pour prendre Mmh. les conseils, les retours, les avis. Mmh. Parce qu'il y a eu ce drôle-là, mais on a pris aussi d'autres avis, tu vois. Et à ce moment-là, faut mettre ton ego de côté. Faut vraiment être, parce que t'entends pas que des choses Oh, c'est positives, dur. quoi. Et non, c'est moi ce parcours-là avec Rollin, il est merveilleux. Mais en tout cas, moi, c'est une des belles histoires de ma vie, en tout cas, que je me raconte, ce truc-là avec lui, de pouvoir admirer autant quelqu'un et d'avoir une histoire avec lui Ah ouais, c'est un grand telle cadeau. qu'elle est, quoi. C'est un cadeau immense de la vie, quoi. Ah Mais ouais. tu sais, je fais juste un petit retour en arrière sur ce fameux coup de fil quand il me dit c'est Rollin. Ça, t'imagines quand même la déception, le Oui, truc. c'est vrai. Quand tu dis Viens, je signe ton prochain ouais, c'est François spectacle. Rollin, je voudrais qu'on boive un café parce que je voudrais qu'on, voilà, Oui, et il t'appelle juste pour avoir le numéro de ta pote. oui. Et vraiment, tu raccroches et tu fais, voilà, bon, mais je vais, est-ce que je vais me balader ou ah non, je vais peut-être sauter par la fenêtre, tiens. Non, je vais me balader. Allez, je vais me balader. Je vais prendre l'ascenseur. Je vais pas prendre la fenêtre. Oui. Je vais plutôt prendre l'ascenseur. Voilà. La fenêtre? Non, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est bien. Putain, t'as Hello? juste, t'as Pas de juste, souci. t'as juste donné le numéro de téléphone à quelqu'un. Mais moi, mais j'en tremblais presque, quoi, de me dire, waouh, c'est sans fin, Oh là l'humiliation là. est sans fin, quoi, tu vois. Donc, mes rapports avec lui ne seront Ah qu'une ouais, 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 je succession me sans fin. fais chier dessus, Ouais, quoi. ce sera que ça avec Rollin, ce sera qu'une succession d'humiliations, quoi. Et non, heureusement non. Oh là 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 là. Arnaud, elle était extraordinaire cette histoire parce que on apprend plein de choses. Je trouve que c'est super intéressant et pertinent. On le vit avec toi et c'est douloureux. Et puis moi je vois, et on va devoir rendre le studio et j'ai pas envie, mais petit aparté juste pour repenser au mot adorable que t'as dit, le président du festival de Dinard. Oui. Tellement de gentillesse et de douceur et d'intelligence. Eh ben, merci de le souligner, parce que j'allais oublier de dire que depuis, je suis devenu, allez, c'est pas très modeste de le dire, mais une figure incontournable du festival. C'est-à-dire que le Xavier en question, il m'a réinvité, Ah là là, mais la il m'a classe. pas réinvité 5 ans après quand je faisais de la télé. Il m'a réinvité l'année suivante à venir, peut-être pas forcément sur scène, de mémoire, je sais plus. Et puis au fur et à mesure, j'ai refait des petites apparitions sur scène. Et puis
Et puis quand j'ai été plus solide, il m'a donné la présentation du festival. J'étais l'animateur, le présentateur du festival. Les gens adoraient mes présentations. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Gann qui le fait. Parfois, je le fais en duo avec lui. On adore ça. Je suis revenu jouer le spectacle de clôture en artiste principal à l'époque avec Chose Promise, le fameux spectacle de Rollin. C'est-à-dire qu'il y a eu et tout ça grâce à ce gars-là qui, dès la première seconde, a fait partie des quelques personnes, je vais très vite parce qu'il faut rendre le sillon, mais qui a fait partie des quelques personnes dans ma carrière à avoir confiance en moi et à me faire confiance avant que ça marche. Je parlais de Raphaël Mesrahi, qui a mis des billes financières sur moi avant que je passe à la télé. Donc il a pris ce risque aussi. Et Xavier Le Breton est cette personne-là, et ce type de personne-là. Si vous croisez Xavier Le Breton au Mans, embrassez-lui les pieds. De ma part. Non, c'est un vrai bon gars. C'est un vrai. Franchement, dans une carrière, ça marque beaucoup des gens qui t'accordent leur confiance comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand Xavier me dit, est-ce que tu peux venir au festival cette année et tout ça, j'essaye de faire en sorte si je peux rendre, tu vois, si je peux rendre à des gars qui m'ont tant donné, même s'ils vont te dire, oh, j'ai juste fait mon boulot, mais non, t'as fait plus que ça. Oh Arnaud, je suis trop contente de t'avoir écoute, moi aussi. Il était trop bien cet épisode. Écoute, tant mieux. Parce je suis que ravi. Je l'ai pas vécu. Oui, je te confirme. C'est tellement plus confortable à ma place. C'était trop intéressant. Je suis trop contente de cet épisode. Eh ben merci ma Paulette. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.